Vai usar a palavra o responsável de missão Direito do Mar da Secretaria-Geral do Mar, representante da República de França, Monsieur Elie Jarmache. Bien. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Après l'Atlantique vu par l'Espagne, l'Atlantique vu par la France, et donc en français, si vous le permettez, et parlant de la langue, chaque fois que je suis à Lisbonne et au Portugal, je me souviens d'une réflexion d'un auteur, d'un écrivain portugais qui disait « L'océan est ma langue ». Il parlait l'océan, il ne parlait pas forcément le portugais. Donc, et quand un portugais, un écrivain vous dit « l'océan est ma langue », ça veut dire l'océan Atlantique, bien sûr. Donc voilà, donc nous allons tous parler portugais en parlant de l'Atlantique ce matin. Ça, à mon avis, c'est absolument incontestable. Je voudrais d'abord donc saluer les autorités portugaises et le maire de Lisbonne, la ville de Lisbonne également. Je voudrais saluer tous mes collègues de l'équipe de la politique maritime du Portugal. C'est un long cheminement depuis 2004-2005, quand nous avions fait les premiers brouillons, les premiers drafts. Et surtout quand on a préparé le projet de déclaration conjoint Portugal-Espagne notamment, puis ensuite nos deux voisins de l'Atlantique plus au nord, où je me rappelle que l'apport, la valeur ajoutée de nos collègues du Portugal, c'était de nous convaincre, Manuel Abreu, João Ribeiro, c'était de nous convaincre qu'il y a un ADN atlantique. Il y a DNA, je me rappelle avoir vu ce mot dans le premier brouillon, donc un ADN atlantique. On est là et on est en train de grandir avec cet ADN. Vous avez tout à fait raison, ça doit être un code génétique à conserver parmi nous. Et on dit tout cela, mesdames, messieurs, sur la stratégie de l'Atlantique. Vue depuis chez nous, depuis la France, nous avons été très rapidement parmi ceux qui l'ont demandé. Moi, je me rappelle la première rencontre avec M. Talek et Mme Damanaki, elle venait de prendre ses fonctions. Nous avons très rapidement évoqué le besoin d'une stratégie pour l'Atlantique, alors que nous venions d'avoir une stratégie pour la Méditerranée qui commençait à développer ses effets, puis qu'on voyait arriver la stratégie pour la Baltique. On avait le sentiment que le chouchou de la politique maritime, c'était des mers régionales. Et l'idée, c'était de demander que l'Atlantique devienne une mer régionale, très macro-régionale, mais devienne une mer régionale quand même. Et c'est vrai que, posant le problème comme cela, on constatait que c'était un défi. L'immensité de l'Atlantique faisait que c'est un défi. Quand vous parlez de la Méditerranée, vos voisins sont là, qu'ils soient européens ou non européens, mais ils sont à côté de vous. Quand vous parlez de l'Atlantique, les voisins, c'est déjà quelques heures de vol, c'est des milliers de kilomètres. Mais cependant, ce sont vos voisins. Et que vous devez donc réfléchir à cette immensité, cette profondeur de l'océan et bâtir une stratégie adaptée à ce critère géographique et géopolitique. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de cela. Et nous avons commencé effectivement à réfléchir à cela vers le large. Le large vers le nord, le large vers le sud. Vous savez qu'il est une tradition dans notre politique, c'est d'avoir effectivement une coopération avec l'Atlantique africain. Et donc, ça nous paraît être quelque chose qu'il faut conserver en mémoire. Et j'ai cru comprendre de l'allocution de Madame la ministre qu'elle évoquait cette dimension, effectivement, de l'Atlantique vers le sud. Il ne faut jamais perdre de vue cela. Mais également, l'Atlantique vers le large n'empêche pas que l'on pense l'Atlantique depuis nos rivages, depuis nos côtes. Et nous avons effectivement un défi côtier ou littoral en Atlantique. Il est certain que nous devons favoriser l'émergence de parties prenantes, d'acteurs sur le littoral qui travaillent en commun. Et de notre point de vue, mais je pense que c'est partagé par tous les collègues, de notre point de vue, le rôle des régions atlantiques, au sens national et au sens européen du terme, le rôle des régions est un phénomène absolument nécessaires. Ce sont les acteurs premiers. Certes, il y aura les entreprises privées, certes, il y a les PME, etc., mais ces PME, notamment, elles-mêmes ont un ancrage régional. Elles ont elles-mêmes un ancrage régional, et le premier interlocuteur, c'est la région. Si je pense à la région Bretagne, toutes les régions qui sont en Bretagne, leur premier interlocuteur, c'est précisément d'abord la région Bretagne. Puis ensuite un peu plus le Poitou-Charentes, puis la grande région, la très longue région Aquitaine qui va jusqu'à la frontière espagnole, etc., etc. Donc, de notre point de vue,
dans nos réflexions telles que nous les avons mises en œuvre, le rôle des régions doit être absolument déterminant, présent. On l'a bien vu, toute la réflexion sur les fonds structurels est une réflexion sur le rôle des régions, qu'on le veuille ou pas, même si l'État, centralement, garde effectivement une sorte de maîtrise ou de main-d'œuvre de la façon dont les crédits se récoltent et dont ils se redistribuent en faisant de temps en temps les arbitrages qui vont bien. Mais le temps n'est plus en 2013-2014 et pour 2014-2020, le temps n'est plus, de notre point de vue, de la domination d'un État centralisé. Ça, c'est même en France, qui est un État jacobin depuis très 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 longtemps, l'État centralisé qui dicte tout depuis la capitale, c'est un modèle qui n'existe plus, a fortiori quand vous voulez parler des aménagements de politique maritime depuis le littoral et depuis la côte. Il faut prendre. C'est une autre façon d'utiliser le principe de subsidiarité, mais à l'intérieur même de l'État membre et non plus dans nos relations parfois difficiles avec l'Union européenne et la Commission. Donc voilà, au point de l'actualité où nous sommes, c'est un hasard de calendrier, mais je suis heureux de le partager avec vous. Avant-hier, lundi, c'était donc le lundi 2 décembre, nous avons tenu, sous la présidence du Premier ministre lui-même, de son directeur de cabinet, d'une dizaine de ministres, un comité interministériel de la mer, ce qui est une instance chez nous qui se réunit tous les ans, tous les 18 mois, et qui fait le point de la politique maritime, tout domaine confondu, tout secteur confondu, et qui annonce un certain nombre de décisions pour les années qui viennent. Il y a des décisions qui ne sont pas, je dirais, d'un impact immédiat pour notre sujet d'aujourd'hui, comme par exemple la lutte contre la piraterie avec l'autorisation des gardes armés privés à bord des navires, etc. etc. Quoique, ça concerne la navigation, etc. Donc ça peut concerner effectivement la croissance économique à bord des navires qui battent votre pavillon. Mais il y en a d'autres qui sont extrêmement importantes, qui ont été actées. J'ai même apporté avec moi le petit dossier qui récapitule les décisions arrêtées lundi 2 décembre entre 16h et 19h à Paris, à Matignon, où on voit apparaître un certain nombre de décisions qui sont intéressantes pour vous. Et il y en a une, notamment, que je voudrais partager avec vous. C'est notamment l'accès aux ressources marines, qu'elles soient minérales ou de biologie, particulièrement l'accès aux ressources minérales, parce qu'on pense qu'elles peuvent avoir un retour sur investissement, un impact en termes d'industrie, en termes d'innovation, etc. Et cette décision-là se décompose en 2 ou 3 éléments, notamment au milieu de l'Atlantique, sur la ride médio-atlantique, il y a l'affirmation d'une demande, la confirmation d'une demande française d'avoir un permis d'exploration dans la ride médio-atlantique sur un certain type de métaux. Et ce permis doit s'accompagner de la mise en place, sur plusieurs années, d'un véritable programme de recherche et d'innovation, aussi bien de recherche sur la nature des ressources que d'innovation sur les techniques d'exploration et d'exploitation. Nous avons là, la décision a été actée. Pour la mettre en place, maintenant, on va commencer à réfléchir. 2 ministères ont été chargés de ce travail, avec les parties prenantes et les régions quand il faut, et les instituts de recherche, la coordination étant assurée de ce travail par le secrétariat général de la mer. Donc un véritable programme de recherche et innovation portant aussi bien sur les ressources et l'accès conduisant à l'innovation technologique. Quel type de technologie il nous faut dans la décennie qui vient pour concilier, combiner, ça a été dit dans tous les discours ce matin, à la fois la possibilité d'extraire et la sauvegarde du milieu marin. Parce qu'aujourd'hui, je crois, même dans la recherche des emplois, qui a été soulignée par Laurie Evans à juste titre, vous ne pouvez plus faire du développement économique sans intégrer la notion de la durabilité de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Cela vaut pour les ressources, cela vaut pour l'implantation des éoliennes en mer. Je dirais que, quel que soit le type d'activité que vous êtes en train de développer, vous ne pouvez plus, et je crois que la société civile est extrêmement vigilante sur cet aspect-là. Pour vous donner un exemple de cette vigilance, s'agissant des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer, aux Antilles,
une recherche scientifique, je dis bien une recherche scientifique, n'a pu être autorisée que parce qu'on a dû faire, s'agissant du déploiement d'instruments en mer, lorsqu'on a pu faire la démonstration que ça n'avait pas d'impact sur les mammifères marins. Une recherche, ce n'est même pas une activité qui consistait à soulever de la terre, à remuer du sable et de la matière première. Donc, pour nous, c'est appliquer à la stratégie pour l'Atlantique cette capacité de combiner systématiquement la recherche du bon investissement économique, de la bonne activité économique, sans perdre de vue qu'il y a également une exigence de respect écologique de l'environnement, donc des écosystèmes. Donc, premier axe, c'est ce programme de recherche, je voulais le partager avec vous. De manière plus durable, c'est le cas de le dire, la stratégie de l'Atlantique, et vous le savez bien, dans le cas de la France, c'est également une grande attention portée au développement des activités marines dans les départements d'outre-mer des Caraïbes. Ça, c'est évident. Nous ne pouvons pas faire comme si ces territoires et ces départements n'avaient pas besoin de vivre de la mer pour la création d'emplois, pour la sédentarisation dans ces territoires d'outre-mer. Et le grand pari, c'est que les emplois à venir dans ces régions ne sont pas à terre, mais ils sont précisément induits par une politique qui sera conduite en mer. Ça, c'est certain. Un axe à développer pour ces départements d'outre-mer, c'est quel type de tourisme développer pour tirer le bénéfice du capital de l'Atlantique qui baigne ses côtes, et qui ne soit pas un tourisme classique de grands navires qui viennent, qui déversent et qui repartent dans la même journée. Donc il y a toute une réflexion à mener sur le type de tourisme qu'il faut. Et je dirais que pour conclure, parce que le temps passe très vite, pour conclure sur cet aspect, c'est également le souci de développer des programmes de recherche scientifique. Cela a été dit, je crois que Laurie Evans l'a dit fort justement ce matin. L'immensité de l'Atlantique est telle que la connaissance est à la mesure, le besoin de connaissance est à la mesure de cette immensité. Et que ce ne peut plus être le travail d'un État tout seul, ou d'équipes, ou d'instituts de recherche uniquement nationaux. Il faut s'orienter, et nous essayons de le faire, ce n'est pas toujours facile. Il faut être deux pour danser un tango, vous imaginez. Pour faire une ronde, il faut être plusieurs, et sur l'Atlantique, il faut être plusieurs forcément. Il faut s'orienter vers une capacité à définir des programmes à plusieurs partenaires. Il faut s'orienter vers cette capacité à définir des programmes à plusieurs partenaires, soit entre États membres, soit entre États membres et l'extérieur des États membres. Alors là, la difficulté, c'est quels sont les mécanismes à trouver. Parce que chacun est replié sur des règles juridiques un peu dépassées. Je sais de quoi je parle, parce que je suis plutôt sensible à la sirène du droit de la mer, ce qu'on appelle UNCLOS, et dans d'autres circonstances. Mais je pense qu'il y a là, manifestement, quelque chose qu'il faut mettre dans nos préoccupations quand on dit « faisons de la coopération scientifique internationale dans l'Atlantique ». Il faut qu'effectivement, à un moment donné, écrire la partition qui concerne les mécanismes ou les modalités de cette coopération. Si nous ne le faisons pas, ce sera des mots en l'air, des vœux pieux, et il me semble que c'est un défi que nous devons nous lancer à nous-mêmes. Voilà, je voulais dire également que, parce qu'on ne peut pas se taire sur le partenariat, le fameux accord de partenariat, qui lui va apporter les fonds, devrait apporter les fonds. Alors, cet accord de partenariat, en tous les cas pour ce qui concerne la France, c'est un long travail interne et on n'est jamais sûr du niveau de succès qu'on a atteint. C'est un long travail interne de faire prendre en compte la dimension des océans, la dimension marine et maritime. 100 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage. Vous allez voir le ministère du Budget, vous allez voir le ministère de l'Agriculture, vous allez voir les ministères de l'Intérieur chargés des régions, etc. Chaque fois, vous leur dites, attention, dans le partenariat, il faut faire une place de plus en plus importante à la dimension maritime parce que c'est le gisement d'emploi de demain. C'est le gisement d'emploi de demain. Et demain, ce n'est pas après-demain. Demain, c'est la décennie qui s'ouvre. Et que vous ne pouvez plus faire de la prévision économique sans avoir cette perspective-là.
alors que le financier, parce qu'en dernière analyse, c'est les financiers qui vont signer l'accord de partenariat, lui, ce qui l'intéresse, c'est quasiment les résultats à court terme, les maximum à moyen terme. Donc, vous voyez, c'est un accord de partenariat qui, à nos yeux, est important. Ceux de mes collègues qui y travaillent, vraiment, ont dépensé beaucoup de temps et de leur énergie. Il n'est pas sûr que les résultats soient à la hauteur de ce que nous voulions nous-mêmes à l'échelle française. Mais enfin, c'est le seul point pessimiste que je voulais aussi partager avec vous, parce qu'il me semble qu'il faut être en même temps réaliste quand on cherche à dire combien est importante cette stratégie de l'Atlantique. Donc, nous pensons qu'effectivement, et nous sommes aidés en cela, je dirais Dieu merci, nous sommes aidés en cela par un rapport du Sénat, un rapport du Conseil économique et social sur la maritimisation. Le Sénat a employé le mot maritimisation du monde économique. La maritimisation étant la mondialisation appliquée aux océans, tout simplement, pour dire combien tout cela est important. Et le Conseil économique et social a sorti en avril de cette année un avis au gouvernement sur effectivement la gouvernance des mers et des océans. Donc il y a une prise de conscience, incontestablement. Le problème, c'est d'arriver à traduire dans les faits cette prise de conscience pour qu'elle débouche sur quelque chose de concret. Mais nous sommes là pour ça, nous sommes tous ensemble pour relever ce défi, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.